Peu à peu et presque imperceptiblement, les eaux étendent leur emprise sur la terre. Pour l'instant, comme une nappe glisse doucement sur un plan incliné, le phénomène vient de l'amont. Bientôt, de plus fortes pluies contribueront ici même aux reconquêtes du fleuve. Une nuit s'est écoulée depuis le combat de Zuko et Kaloa contre Wakima. Ce matin, Zuko n'a pas retrouvé le pécari à collier dont l'odeur s'est perdue en direction de l'eau. Le jaguar suit la trace qu'a laissée le sang de Wakima. Mais les remugles des eaux qui montent affadissent l'odeur et la mêlent à celle de la vase. Bientôt, Zuko se contente de goûter le plaisir du bain et le souvenir de Wakima semble s'éloigner de lui. Kaloa rejoint son compagnon. Son corps endolori et sa joue déchirée lui rappellent avec vivacité l'héroïsme du pécari. Zuko propose un jeu sexuel, mais Kaloa, aujourd'hui, ne montre aucun entrain à le suivre sur ce terrain-là. Et chacun repart bientôt dans sa direction. Un jour, Zuko et Kaloa se sépareront ainsi, sans autre forme de procès, pour ne plus se revoir. Normalement, le mâle et la femelle ne demeurent ensemble que le temps de la procréation. Quand elle se sentira fécondée, Kaloa prendra l'initiative de la séparation et rejettera Zuko. Pour l'instant, Zuko, resté seul, revient à son souci premier. Il vient de retrouver par le goût plus que par l'odorat la trace de Wakima. C'est donc que le corps du pécari se trouve à portée de gueule dans cette eau à laquelle il a mêlé son sang. La prise lui échappe. Zuko repêche la carcasse. Mais un ébrouement intempestif la fait retomber, sous le regard de Kaloa dont l'intérêt renaît. Il arrive que l'expérience ne procure aucun enseignement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la carcasse est retombée à l'eau. Et le manège reprend. Il reprendrait encore et sans doute plusieurs fois si Kaloa, sur la berge, ne menaçait d'intervenir dans les difficultés de son compagnon. Revigoré par cette perspective et l'esprit avivé par elle, Zuko s'empare enfin de la carcasse et consacre à cette tâche une pression des mâchoires qu'il ne relâchera pas. Kaloa se jette à l'eau et se dirige vers Zuko qui semble considérer comme sa propriété exclusive la proie qu'ils ont combattue ensemble. Autour de Zuko, Kaloa exécute les tours de piste et minauderies qui trahissent sa convoitise. La carcasse est retombée à l'eau. Chacun des deux partenaires espère lasser l'autre en faisant mine de pouvoir attendre tout le temps qu'il faudra. Fatigué de ce jeu, Zuko, le premier, permet à Kaloa de localiser le butin et de s'en emparer. Dépité, Zuko abandonne la partie et se retire. Kaloa peine à hisser sur la berge le corps de Wakima.
Tant de peine n'aurait donc servi à rien et il faudrait laisser pourrir dans l'eau un si beau repas. Kaloa semble s'abîmer dans une extrême perplexité. Mais aussitôt la lumière se fait dans son esprit. C'est par le haut du talus qu'elle viendra soulever la carcasse, opération requérant un effort musculaire moins intense. Zuko ne sortira de l'eau que pour assister avec une feinte sérénité aux retrouvailles de sa compagne et de Wakima. L'adversaire de la veille gît, toute arrogance éteinte, devant Kaloa, qui paraît s'en satisfaire. Le jaguar n'est pas affamé et semble vouloir savourer sa vengeance, plus que le corps de son ennemi. Présumant de ses forces sans doute, Wakima, gravement blessée lors de leur affrontement, a-t-elle entrepris de rejoindre ses enfants à la faveur de la nuit, mais le bras d'eau a pris la vie de l'animal affaibli, incapable de parvenir jusqu'à l'autre rive. Le drame est désormais accompli. Kaloa tourne le dos à la victime et se retire, elle-même affaiblie par les fièvres que provoquent les blessures de sa joue. Zuko, dont l'appétit est grand et qui ne saurait se résoudre à ne pas entamer une carcasse intacte, se dirige vers l'arbre où Kaloa s'est couché. Il frôle sa compagne, frotte sa tête contre la sienne et lèche ses plaies, contribuant sans le savoir à leur désinfection. Tel est le prix à payer pour obtenir la neutralité de Kaloa. Zuko sait désormais qu'elle ne s'opposera pas à ce qu'il prenne sa part du butin. Ainsi qu'il en a l'habitude, Zuko prendra son repas au bord du cours d'eau. Sous le regard de Kaloa, provisoirement invalide et, pour une fois, partageuse. Pour une mante, la chasse commence par la fusion avec le paysage. L'insecte doit avant tout se mêler à l'environnement auquel il a été de naissance, destiné à ressembler. Il lui faut quitter le jaune de la feuille morte pour le vert des jeunes tiges, le mordoré du sol pour le bronze des plantes gorgées de chlorophylle. Quand elle se confond avec la matière même de la forêt, la mante peut considérer les proies qui passent sans la distinguer et choisir celle sur qui elle fondra, comme un oiseau de proie, au ciel d'une prairie microcosmique.
Tandis que la mante nettoie ses appendices après son repas, une autre mante verte est là, plus haut, qui l'observe sans se faire remarquer. Des deux insectes, seul celui du haut, figé dans une posture végétale, adopte à cet instant une stratégie de camouflage. L'autre s'occupe à sa toilette, oubliant que le mimétisme est une affaire de gestuelle autant que de forme et de couleur. Ces gestes, donc, la révèlent et la trahissent. Et comme toujours, l'agression viendra de celui qui aura su le mieux affecter de ne pas exister. Un choc violent et bref, et puis plus rien. Mais dans un univers d'illusions, même le calme est trompeur. La mante n'aura donc réchappé à une autre mante que pour finir broyée par les chélicères, c'est-à-dire les crocs de Malalamigale. Bousculée, malmenée par l'araignée qui la piétine, la mante s'incline et s'abandonne. À quoi bon se débattre quand la lutte est si inégale? Comme un éléphant dont le pas, par hasard, épargne un moucheron, Mala passe son chemin. Un festin d'ambipige l'a déjà rassasié. Peu lui importe aujourd'hui la gracile mante verte. Dans la forêt, la survie de la proie inspire du soulagement au prédateur suivant. Mala partie, la deuxième mante est de retour. Elle saura tirer vengeance de son éviction. Bientôt, le ciel viendra prêter main forte au fleuve qui, peu à peu, reconquiert le terrain perdu lors de la saison des basses eaux. En attendant, Sobram, le singe araignée, ou Actel, tente de se débarrasser des petits parasites qui irritent sa peau. Sur une autre branche, Gregorio, un peu léthargique, le regarde faire. À son tour, il se gratte l'épaule avec vigueur. Mais Sobram, l'un des membres les plus querelleurs du groupe, recherche le jeu ou l'affrontement. Il décide de déloger Gregorio de son perchoir. Sobram, que ce combat sans ardeur a déçu, abandonne la partie, tandis que Gregorio reprend sa position initiale. En l'absence d'autres membres du groupe à importuner, Sobram devra chercher un terrain de jeu où il pourra exercer sa malice. Sa queue préhensile, comme une cinquième main, lui permettra de meubler par de multiples acrobaties son isolement temporaire. Les autres singes araignées de la tribu sont partis plus loin, en quête de nourriture. Sachant que les singes appartenant au groupe des Cébidés ne leur laisseront aucun fruit mûr,
les singes de plus petite taille ont pris l'habitude de rafler sur les arbres tous les fruits encore verts et acides. Les attelles doivent donc en permanence étendre leur périmètre de collecte s'ils veulent trouver les nourritures sucrées dont ils sont friands. Comme chaque jour, mais avec un plus grand débit, les pluies s'abattent sur la forêt, sans cesse assoiffée. Certains, comme ce singe capucin, choisissent de se tenir à l'abri des palmes ou des feuillages. D'autres, tels ce singe hurleur, se recroquevillent, se pelotonnent et font de leur corps une boule sur laquelle la pluie glissera. Le singe araignée, lui, n'interrompt pas son activité et poursuit sa toilette. En effet, la pluie ne semble le gêner que parce qu'elle dérange l'ordre de son pelage. Plus que toute autre espèce, les attelles entretiennent une sorte de complicité avec les éléments et avec la nature. Ils savent à l'avance, par exemple, quel arbre donnera bientôt des fruits et en quelle quantité, et décident de passer d'un territoire à l'autre en fonction de leurs prévisions. Mieux adapté aux branches qu'au sol plat, le singe araignée explore la terre ferme avec des précautions d'arpenteur méticuleux. D'autres animaux qui se sont mis à couvert ont déserté un monde trop mouillé pour eux. À ces moments-là, le singe araignée semble parcourir la forêt comme s'il en était le seul propriétaire. Bientôt, le déluge s'interrompra jusqu'à l'averse suivante. Mais le singe hurleur pourra, du moins, étirer ses membres, s'ébrouer et se gratter le dos comme si un jour neuf et sec venait de naître. Il ne faudra que quelques semaines aux eaux pour regagner tout le terrain perdu. Des précipitations évaluées à 2 mètres par an se concentrent principalement sur une période de 7 à 8 mois. La saison des pluies correspond au moment où le soleil se trouve au plus haut. Son calendrier varie donc selon qu'on se trouve au nord ou au sud de l'équateur. Les pluies qui ruissellent sur le sol contribuent à l'éroder, à le délaver, à l'appauvrir.
Et seule la rapidité avec laquelle la forêt assimile les éléments nutritifs lui permet de ne pas mourir. Une nouvelle saison vient donc de commencer, qui s'écoulera comme la pluie sur le pelage des singes hurleurs et sur les plumes des oiseaux. Des oiseaux qui semblent saluer le matin humide et la gloire des eaux. Le hocco, orné de plumes frisées et apparenté au dindon. La perruche à tête jaune. Le toucan multicolore. L'agami, robuste échassier qui court et nage plus volontiers qu'il ne vole. Les tourneaux militaires. Le rare et précieux coq de roche dont l'œil se perd au milieu d'un grand disque de plumes. L'Ararona, plus grand perroquet du monde aux éclatantes plumes jaunes et bleues. L'ibis rouge, rubis des marécages. Ou l'aigle rieur, campé sur l'appui solide de ses serres. Sur les branches des arbres, comme au bleu du ciel, 1000 formes de vie se renouvellent sans cesse. Tant de vie pour une terre si pauvre. Tel est le paradoxe. La plus luxuriante forêt du monde pousse en vérité sur une couche d'humus si mince et si délavée que rien n'y devrait germer. Le ciel pourrait être vide, morne royaume de silence et d'absence. Le soleil devrait se coucher sur des arbres à jamais pétrifiés. Mais au lieu de cela, la forêt, comme un organisme global qui lutte pour survivre, a su inventer de nouveaux équilibres et trouver le moyen de recycler sans cesse sa propre sève, ses propres cellules. Pour que ce cycle s'accomplisse, le règne végétal et le règne animal travaillent ensemble, opiniâtrement, sans le savoir, depuis l'éternité. Que le subtil équilibre établi au fil des âges se trouve perturbé et les défenses de la forêt s'effondreront. Chaque mètre carré de terre dénudé est définitivement perdu. En raison de la pauvreté des sols, le mécanisme est irréversible. Son propre sol lui est hostile et les hommes l'envahissent. Parvenir, malgré tant de forces contraires, à survivre et à continuer de pointer ses cimes vers le ciel, tel est le véritable miracle de la forêt des Amazones.